La séance Absolute Beginners est construite avec et à propos d'un collectif qui s'appelle Ding Dang Dong, Institut de création commune de savoir autour de la maladie de Huntington, qui a été créé par deux jeunes chercheuses, Valérie Pillet, qui entre autres était longtemps la responsable d'une formation à Sciences Po qui s'appelle l'École des Arts Politiques, créée par Bruno Latour et dans laquelle j'enseigne, et Émilie Herman, qui est également écrivaine et photographe, et qui réunit des chercheurs, des penseurs et des penseuses. Il y a beaucoup de femmes à Ding Dang Dong, notamment Isabelle Stengers et Vinciane Després, qui sont deux figures importantes de ce collectif, des artistes, des malades, des médecins, bien entendu, et des proches de gens affectés donc de cette pathologie neurodégénérative héréditaire qui peut avoir des conséquences très lourdes, pour travailler ensemble à des réponses à ce qui a été jusqu'à présent vécu comme une sorte de fatalité, coup de massue, vous aviez cette maladie-là et vous alliez en souffrir et plus rien d'autre ne pouvait exister. Elles ont dit non, on peut faire des tas de choses à partir de là, il faut les inventer ensemble, collectivement. C'est ce qu'a documenté dans son film Fabrizio Terranova, qui est à la fois cinéaste, artiste et professeur à l'école de recherche graphique de Bruxelles. Tous ces gens-là, ce que nous voyons dans le film, Fabrizio Terranova et donc Valérie Pillet et Émilie Herman, ont développé un grand nombre de formes d'action qui vont de participation à des colloques scientifiques à des performances de danse, et souvent les deux en même temps, et à la publication de livres pour développer des réponses qui font que être malade de la maladie de Huntington n'est plus une sorte de coup du destin insurmontable et qui fait qu'on ne pourrait déjà plus vivre au moment où on apprend le diagnostic, alors que bien sûr on a encore énormément de choses à vivre. D'abord quelques mots sur Ding Dang Dong, qui est donc un collectif que nous avons créé avec Émilie en 2012, qui est un collectif d'artistes, de chercheurs et de personnes concernées par la maladie de Huntington, et qui est un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Et le pari que nous avons fait en créant cet institut, c'était de partir à l'exploration, d'explorer la maladie de Huntington comme si c'était une planète inconnue, parce que c'est une maladie extrêmement complexe et qu'il nous semblait que les définitions médicales toutes justes étaient-elles pour la médecine ne pouvaient pas forcément apporter grand-chose aux personnes concernées, et que surtout on ne s'était jamais vraiment intéressé au savoir, ce qu'on appelle le savoir expérientiel de ces personnes, et qu'on leur donnait très peu la parole, voire pas du tout. Et voilà, donc on pourrait parler de Ding Dang Dong des heures, mais c'est un peu pour vous donner le cadre, et pour nous le pari c'était de plus on connaît la maladie et on connaît l'expérience de la maladie, mieux on pourra vivre avec. Et notre pari c'était quand même de vivre avec la maladie de Huntington le mieux possible, parce qu'il faut savoir que les maladies dites neurodégénératives, qu'on n'appelle plus comme ça, qu'on appelle neuroévolutives, voire neurozigzagantes, ce sont des maladies qui en fait, voilà, comme vous avez pu le voir dans le film, quand on vous l'annonce plutôt une catastrophe et un drame, on ne vous apprend pas à vivre avec. Voilà ce que je peux peut-être dire en quelques mots, enfin, pour revenir dans la discussion. Je trouve que c'est très intéressant et que ça fait très plaisir d'entendre que vous parliez de maladie chronique, parce qu'en fait, ça a été tout un chemin, parce qu'en fait, la maladie d'Huntington, au départ, n'est pas considérée comme une maladie chronique, mais comme une maladie neurodégénérative.
comme d'autres, Parkinson, Alzheimer, etc. Et nous avons essayé de faire ce chemin justement et de parler de la maladie de Huntington comme une maladie chronique, parce qu'effectivement c'est une maladie avec laquelle on vit. On a intégré un réseau d'associations qui s'appelle les impatients chroniques associés, et ce qui a changé quand même beaucoup dans notre prise, on avait déjà démarré le travail du savoir-vivre avec, mais ce savoir-vivre avec, il nous a été effectivement aussi inspiré par des collectifs et des associations de patients, mais qui sont des associations de patients plutôt dans le champ des maladies chroniques, parce que en fait, dans les maladies neuroévolutives, il n'y a pas vraiment d'association de patients au sens strict. Il y a des associations, souvent portées par des proches, et c'est très important, mais il n'y avait pas de patients et d'usagers au sein de ces associations, des CA, il n'y avait pas la parole. La parole n'était pas donnée, en fait, parce que c'est des maladies qui sont très vite considérées comme des formes de démence, et donc on ne prend pas au sérieux, ou on ne pense pas que les gens soient capables d'exprimer leur savoir-faire et leur expertise sur cette maladie. Absolute Beginners est un film de Fabrizio Terranova qui restitue l'expérience et les voix de personnes qui sont porteuses de la maladie de Huntington. Il a été réalisé en collaboration avec l'Institut Ding Dang Dong de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Quelques mots tout d'abord sur cette maladie. Elle est rare, elle est héréditaire, elle est neuroévolutive et actuellement elle est incurable. Elle est associée à la dégénérescence de neurones d'une partie du cerveau qui sont impliqués dans des fonctions motrices, cognitives et comportementales. Si le gène qui est la cause de cette maladie est connu, les mécanismes qui mènent à la neurodégénérescence ne sont pas encore élucidés. Ce que l'on sait, c'est que la maladie de Huntington est due à la mutation d'un gène qui code pour une protéine nommée huntingtin. Cette maladie se transmet sur un mode autosomique dominant. Cela signifie que hériter d'une seule copie mutée du gène de la huntingtin est suffisant pour développer la maladie. Tout individu qui est porteur de la mutation génétique développera la maladie. Et un parent qui est porteur de la mutation génétique a 50% de risque de transmettre la maladie à son enfant. Alors le film concrétise, illustre la logique même du soin telle qu'elle est par exemple présentée par les éthiques du care dont nous avons déjà parlé, par exemple telle qu'elle est présentée par la philosophe américaine John Tronto. Il convient pour penser et pratiquer le care de d'abord entendre les voix des personnes concernées, comprendre leur expérience, identifier leurs besoins, prendre en compte ce qui leur importe avant de penser le soin, qu'il soit médical ou non médical, c'est-à-dire lié aux relations familiales, amicales, sociales, à nos institutions. Le film montre comment les malades chroniques, que ce soit les malades de Huntington, mais tous les malades chroniques, peuvent s'engager de manière individuelle ou collective dans un processus d'empowerment, c'est-à-dire un processus de reprise de pouvoir sur la maladie et sur leur existence. L'empowerment, en effet, c'est le processus par lequel un groupe ou une personne renforce son pouvoir d'agir, renforce sa capacité à identifier à la fois ses besoins et ses ressources et renforce sa capacité à mettre en œuvre des solutions pour mieux vivre avec sa maladie. Il s'agit donc d'un processus par lequel les personnes apprennent à prendre soin d'elles-mêmes et à reprendre le pouvoir sur la maladie et sur leur existence. Tout d'abord, je voudrais situer un petit peu Absolute Beginners dans le champ plus large des mobilisations collectives des malades et dans l'histoire des associations de patients en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mobilisations collectives et la constitution d'associations de patients, en particulier malades chroniques, répond à une discordance, à une dissonance entre ce
sciences biomédicales, la médecine en général, sont capables de produire comme savoir, comme pratique et comme relation de soins, et puis ce que les personnes et leur entourage, elles, expérimentent du vécu de la maladie. Et quand il y a précisément une discordance entre la réalité biologique et la réalité psychique ou sociale de la maladie, entre les sciences et les pratiques médicales et les expériences vécues de la maladie, alors il se ressent un besoin de se constituer en groupe, en association, en mobilisation collective. À partir des années 60-70, que ce soit aux États-Unis ou en France, se déploient des associations de patients qui mettent en avant ce qu'apporte le patient dans sa prise en charge, c'est-à-dire son point de vue, nourri des différents mondes sociaux auxquels il est confronté en dehors de la médecine et que la médecine a tendance à laisser hors champ. La famille, le travail, les relations sociales, la vie quotidienne. Donc ce qui apparaît à travers l'émergence des associations de malades chroniques à partir des années 60-70, c'est la prise en compte du fait que le malade est le premier spécialiste de sa maladie. Ce qu'on va appeler un expert profane, un expert de la maladie et aussi de la médecine d'ailleurs, mais qui est profane car il n'est pas un professionnel, il n'a pas été au départ formé à une profession de santé. Dans les années 60, se forment les premiers groupes de malades qui sont porteurs de revendications contre le pouvoir médical, en particulier contre le paternalisme, et qui cherchent à organiser les patients de manière autonome. Les associations les plus représentatives et connues en France de malades chroniques dans les années 70 sont les associations autour de l'hémophilie, autour de l'asthme et bien sûr autour du diabète. À partir des années 80, les associations de malades du sida vont redéfinir et élargir les missions des associations de malades, en particulier malades chroniques. Pourquoi ? Parce que alors que dans les années 60-70, les associations de malades étaient souvent présidées, organisées, soutenues par les médecins eux-mêmes, avec les associations de malades du sida, ce sont les malades qui prennent la direction des associations de malades, qui en choisissent la politique, les objectifs, la gouvernance, les actions. Et les associations aussi de malades du sida élargissent les missions des associations parce qu'elles permettent le partage d'expériences autour de la maladie, des traitements, des parcours de soins, des relations sociales avec le sida, donc partage d'expériences, et ces associations assument une fonction de support, d'entraide, mais aussi ces associations font naître ce que l'on appelle l'activisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles assument une fonction d'échange, mais aussi de force de proposition et même de force d'opposition envers l'industrie pharmaceutique et les autorités sanitaires pour demander à être associées à la recherche médicale, à la recherche sur les traitements, à participer à la définition des objectifs en matière de recherche, à être inclus dans les essais cliniques, donc à participer à la recherche médicale et pharmaceutique. Et les associations de malades du sida vont aussi permettre à l'ensemble des associations de malades de davantage promouvoir le respect des droits des patients dans la société, ainsi qu'une plus grande visibilité, une plus grande inclusion dans la société. Par conséquent, les associations de malades du sida, comme AIDS, comme ACT UP, vont participer d'une mutation des associations de malades en général, qui vont conforter leur rôle d'acteurs dans le système de santé.
Et cela va concourir en France à l'élaboration de la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, la loi sur la qualité du système de santé et les droits des personnes malades. Et cette loi Kouchner, en particulier, définit les droits des personnes malades à faire respecter leur volonté, leur autonomie, en particulier le droit d'être informées de leur état de santé et de l'ensemble des actes médicaux dont elles sont l'objet, et le droit de consentir, c'est-à-dire d'accepter ou de refuser tout acte médical. Le sous-titre de notre association, Institut de coproduction savoir sur la maladie d'Huntington, et tend tous ses efforts vers le recueil de ces fameuses ressources qui sont à chaque fois complètement évidemment différentes pour chacun, etc. Et ce qui a sous-tendu ça progressivement, c'est ce dont les usagers parlent pas mal aussi dans le film, c'est l'idée de créer des groupes d'entraide, alors groupes de parole, groupes d'entraide, et pour les porteurs du gène et malades, ce qui n'existait mais absolument pas, un petit peu comme disait Valérie, à partir du moment où Huntington était considéré comme une forme de démence, et surtout pas mettre des gens ensemble. Alors il y avait des groupes de parole pour les proches, frères, sœurs, maris, etc. Tout ce que vous voulez, avec soignants, avec psychologues qui animaient ça, budget, etc. Mais alors pour les malades, il y avait zéro. Et au départ, on s'est dit pourquoi, etc. On avait des professionnels qui nous disaient ça serait dangereux, vous comprenez, ils peuvent se faire peur les uns les autres et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit, enfin surtout grâce aux autres collectifs d'usagers comme ceux du sida ou même des usagers de drogue, les hémophiles, on est allé voir vers plein d'autres maladies et ça a été génial. Ils nous ont donné confiance en nous en disant, vous n'êtes pas des chochottes, vous êtes des Huntingtoniens. Si ça vous manque, créez-les. Donc on a créé depuis 4 ans des groupes d'entraide uniquement pour porteurs, qu'ils soient malades ou pas, peu importe. Sans professionnels, donc ça s'appelle groupe d'entraide plutôt groupe de parole du coup. Et là, plein de choses s'est passé et continuent de se passer. On a vraiment des collaborations ont pris, notamment avec le Centre national de référence sur Huntington, avec lesquels on a commencé à travailler très régulièrement, qui nous ont invités à chaque fois qu'il y avait des choses importantes qui avaient lieu en termes de repenser les symptômes, repenser la prise en charge nationale, etc. Ils ont vu qu'on était sérieux, qu'on produisait des études sérieuses qu'ils ont commencé par lire et puis à diffuser. C'est pas encore parfait, évidemment. Il y a encore des personnes qui comprennent pas du tout ce qu'on vient faire là. Et c'est normal parce que on rompt une tradition des relations entre usagers et médecine qui, évidemment, avec le sida, avait complètement été révolutionnée, mais dans le champ des maladies neurodégénératives, neuroévolutives, etc., n'avait jamais été encore mis comme ça. Donc il y a vraiment un peu de temps, mais bon, 6 ans, c'est très court, finalement. Dans un deuxième temps, je voudrais revenir sur un thème qui est très important dans Absolute Beginners, qui est celui de l'annonce de la maladie et des écueils et des blessures et des traumatismes que les patients dans le film relatent. Absolute Beginners montre à travers la voix des différents patients qui sont écouter dans ce documentaire les impasses actuelles de l'annonce de diagnostic qui n'est pas préparée, qui n'est pas individualisée, qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas progressif et qui est synonyme de coup près, d'annonce d'une catastrophe, d'une déchéance à venir, d'une mort annoncée. Et c'est ce que veulent dénoncer et améliorer les patients qui font ici entendre leur voix. Alors comment j'ai vécu cette annonce ça a été comme un monde qui s'écroulait en fait. Parce que cette annonce a été faite, comment dire, dans un contexte médical. Et en fait, on m'a annoncé ça comme si on m'annonçait une catastrophe. Comme si comme s'il n'y avait rien après, quoi. Je l'ai vécu comme ça, mais c'est aussi comme ça que ça a été un peu mis en scène, même s'il y avait 2 personnes qui étaient là devant moi pour me l'annoncer. Mais justement, ça a été présenté comme un événement grave, important, catastrophique, etc. Évidemment, comme on me le présentait comme ça,
moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Et d'autant qu'après, je me suis retrouvée un peu seule avec ce truc-là pendant des années. Cette annonce, qui est souvent donc synonyme d'un coup près, d'une mort annoncée, doit être repensée. Car elle devrait être davantage personnalisée, c'est-à-dire pensée en relation avec l'entourage et avec la personne même, de manière à pouvoir répondre à des questions qui lui sont propres. Elle devrait pouvoir être informée de ce que la vie peut être avec la maladie, et non pas seulement nourrie de représentations négatives de la maladie, comme destruction, comme mort à venir, comme déchéance. Elle devrait être enrichie à la lumière d'expériences d'autres personnes malades et ouverte sur l'avenir, sur un projet de soins, sur la possibilité d'accompagnements divers, de diverses natures, ces accompagnements, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient professionnels, mais aussi dans la société. Moi, j'ai une caractéristique d'être directeur d'hôpital. Et ce que je trouve fabuleux dans ce film, c'est à quel point on peut dire avec beauté, intelligence, esthétique, à quel point le système dysfonctionne de manière majeure. Et j'en prends un peu plein la figure pour cette deuxième fois que je vois le film, parce qu'on se rend compte qu'en fait, entre le monde de la santé, je ne sais pas si je dois dire les médecins, l'hôpital, les soignants, mais à la limite, peu importe, mais entre le monde de la santé et ce qui est décrit par ces 6 personnes et personnages, selon qu'on les... c'est un décalage complet sur la notion, enfin sur le rapport au temps, sur le vocabulaire. On a juste un problème de rapport au temps, un problème de langue. Il y a un problème des mots qu'on utilise, sur le rapport à l'espace, la manière dont on accueille au moment de l'annonce ou à d'autres moments, sur le rapport à la vie, visiblement un décalage entre la perception qu'ont de ce qu'est la vie, avec ses accidents, ses bonheurs, etc., et le rapport à la vie de ceux qui reçoivent cette annonce. Probablement aussi un décalage dans le rapport à la mort, en tout cas manifestement entre une bonne partie de l'institution au sens le plus large et certains des personnages, un décalage complet entre la perception qu'on peut avoir de l'angoisse ou de l'inquiétude ou d'un rapport à la mort finalement très simpliste, alors qu'on voit qu'il est compliqué, puis qu'il peut même être un rapport à la mort qui permet de vivre de manière, pour l'une d'entre elles en tout cas, elle le dit de manière explicite, de manière plus je sais pas quoi, mais en tout cas différente de quand ce rapport-là était différent. Si je ne me trompe pas, c'est après avoir vu ce film-là qu'en tant que directeur d'hôpital, tu as demandé aux gens qui travaillent de réfléchir ne serait-ce qu'aux lieux, aux espaces dans lesquels ont lieu des annonces de diagnostic qui peuvent être pas seulement sur la maladie de Huntington, mais des diagnostics qui portent sur des enjeux importants, et de savoir si ça avait enclenché quelque chose. En fait, je ne sais plus si c'est une phrase qui est vraiment dans le film en plus, parce que la première fois je l'avais entendue, là je ne l'ai pas réentendue, mais il me semblait avoir entendu un des personnages du film décrire le fait qu'au moment de l'annonce avait été faite dans une pièce dont la peinture s'écaillait. En fait, je ne sais plus si c'est dit ou pas, parce que là, j'ai pas... Vous l'avez entendu. Bon, en tout cas, je l'ai entendu. Voilà, je l'ai entendu, et donc, il faudra que je le réécoute une 3e fois, je le regarde une 3e fois pour voir. Et donc, je suis rentré, non pas à la maison, mais à l'hôpital le lendemain, et j'ai demandé au service qui s'occupe de l'entretien avec le comité d'éthique de l'hôpital, je leur ai demandé de faire le tour de l'ensemble des lieux physiques dans lesquels des annonces sont faites. Et avec un objectif très opérationnel qui était que là où la peinture s'écaillait, elle arrête de s'écailler, et que ceux qui reçoivent une annonce qui renvoie un peu au fait que la vie peut peut-être s'écailler un peu, que ce soit pas associé au fait que la peinture s'écaillait ce jour-là. Et j'avais été marqué dans le film par le souvenir, mais précis, permanent, etc., de ce très court quart d'heure. Et donc, entre-temps, j'ai bougé, je vais voir combien on a refait de pièces correspondantes, mais je me disais, on a consacré beaucoup d'énergie dans certaines maladies, notamment le cancer, à former des professionnels sur la consultation d'annonce. Si la consultation d'annonce est faite sur une chaise bancale, derrière un mur qui s'écaille et sous un néon qui est à moitié grillé, ça doit effectivement laisser des souvenirs bien au-delà de ce qui s'est dit ce jour-là. Et donc on a fait sur Bichat, Beaujon, Louis Morier, qui étaient les 3 hôpitaux que je dirigeais à l'époque, une revue systématique de tous les lieux
d'annonce pour voir un peu dans quelles conditions est-ce que ça se faisait. Et j'ai oublié de préciser que c'était en lien avec les représentants des usagers, c'est vous qui utilisez le mot, c'est pas moi, représentants des usagers de l'hôpital pour qu'ils fassent le tour physique et qu'on refasse la peinture là où c'était utile. Ah, j'ai pas trop eu de chance. La neurologue qui me l'a annoncé, en fait, je suis rentrée dans le bureau avec ma copine, dans son bureau. Et en fait, elle me dit, même pas bonjour ni rien, elle me demande mon nom, donc je lui donne. Après, elle me demande ma date de naissance, donc je lui donne également. Et en fait, elle me dit tout de suite, vous êtes porteuse. Donc, c'est pas... Ça manquait de tact, en fait, dans sa façon d'annoncer. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a... Bon, déjà, c'est une nouvelle qui bouleverse une vie, mais ouais, il y a des façons de faire, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout été professionnelle. Et je me souviens, le premier mot que j'ai dit, c'est « oh putain ». Puis après, en fait, j'ai décidé de faire une session shopping. Il fallait que je fasse ça, donc on est parti avec ma copine faire ça. Alors en effet, pourquoi l'annonce du diagnostic est une étape évidemment cruciale, puisque pour beaucoup de patients, elle vient terminer une errance diagnostique, une recherche difficile de diagnostic, et elle vient aussi inaugurer une nouvelle vie, une toute nouvelle vie. Cette annonce de diagnostic, qui est synonyme d'une entrée dans la maladie, provoque chez la personne la rupture des sentiments de sécurité, de continuité et d'identité. Cette annonce et cette entrée dans la maladie sont aussi synonymes de sentiments d'impuissance, de perte de contrôle sur son existence, donc à la fois dû au savoir de la maladie qui est communiqué par la médecine, mais aussi lorsque des symptômes peuvent apparaître, aux limitations des capacités des personnes et aux changements de rôles sociaux. Image dévalorisée de soi-même, avec l'entrée dans la maladie, ce qui advient, que ce soit d'ailleurs dans la maladie chronique ou dans d'autres maladies aiguës et graves, une image de soi qui est dévalorisée, une image qui est synonyme de perte d'estime de soi, de honte, voire de culpabilité. Et puis apparaît aussi le sentiment d'une incohérence existentielle, d'une injustice, l'incompréhension devant un mal imprévu et non mérité, et dont on peut se demander quelle est la cause, et des interrogations qui adviennent sur le sens de la vie, sur le sien propre, et puis le sens de la vie en général. Un sociologue américain, Michael Burry, a théorisé le thème de rupture biographique pour parler justement de l'entrée dans la maladie. Il a expliqué à travers cette notion de rupture biographique que l'annonce du diagnostic ou l'entrée dans la maladie est synonyme d'abord d'une rupture des comportements qui vont de soi, c'est-à-dire que nous agissons dans l'existence de manière quotidienne ou pour prendre des décisions importantes dans nos existences sans nous remettre sans cesse en question, sans buter sur des questionnements profonds, sans anticiper sur des éventuelles difficultés à venir. Il y a la vie comme elle va, des comportements qui vont de soi, qui sont routiniers, ou des projets qu'on va faire sans penser à leur impossibilité ou à leur mise en échec. Donc, une rupture dans les comportements allant de soi. La rupture biographique, c'est aussi une rupture dans le système de compréhension et d'explication de soi-même, c'est-à-dire la manière dont nous nous connaissons nous-mêmes, dont nous nous rapportons à nous-mêmes,
la définition que nous nous donnons de nous-mêmes, les valeurs que nous portons, les espoirs, les projets que nous nourrissons. Et puis aussi, il y a une rupture dans la perception du temps, dans la manière dont nous nous considérons comme le même ou la même, et dont nous considérons que eh bien, le temps de notre existence est un temps qui est continu et cohérent, et où nous pouvons tramer des projets et mettre en lien ce que nous avons fait par le passé, et les espoirs et les attentes et les projets que nous avons nourris par le passé, ou aussi bien sûr les difficultés que nous avons rencontrées dans le passé, et puis ce que nous projetons pour notre avenir. Alors, comme le montre la médecin de santé publique Isabelle Ojoula, l'enjeu, j'aime bien l'expression qu'elle utilise, l'enjeu c'est d'être autrement le même, de vivre autrement en étant le même ou la même. C'est-à-dire à la fois de ne plus se reconnaître, de ne plus être reconnu aussi par les autres, car encore une fois, nos comportements, nos habitudes, nos projets, nos attitudes, nos interactions changent. Et pourtant, nous sommes toujours la même ou les mêmes personnes. Et nous voulons aussi, malgré la maladie, demeurer la même ou le même. Cette tâche de devenir autrement le même ou la même a été aussi bien thématisée et illustrée par la littérature, par les ouvrages de Claire Marin également, que je vous conseille de lire, en particulier La maladie, catastrophe intime, qui est paru au PUF dans la collection Questions de soins. En particulier, ce travail de restauration de soi, il peut être aidé par le récit de soi, que ce soit un récit qui va être livré à un psychologue ou à un médecin ou à un proche. Le récit de soi qui va donc permettre de... j'aime bien l'image de la couture, en fait, de suturer à nouveau, de coudre les différentes parties de l'existence de soi, celles du passé, du présent et de l'avenir, mais aussi les différents aspects de la vie, la plus intime et celle la plus publique, la plus sociale. Voilà, le récit de soi peut aider à suturer, à raccommoder, à refaire une seule pièce à partir des aspects fragmentés de l'existence. Alors, et bien entendu, ce pouvoir du récit de soi a été thématisé et théorisé par Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, en montrant comment justement parler à un autre et se raconter permet de s'émanciper de la position de soumission et de la position de souffrance dans laquelle la maladie nous place, et donc d'être de nouveau sujet de son existence, acteur de son existence, auteur de son existence, et par le fait justement de se retrouver soi-même à travers ce récit. Je voudrais souligner un des messages très importants d'Absolute Beginners, encore une fois pour en apprécier la validité pour d'autres maladies chroniques, au-delà de la seule maladie de Huntington. Ce que ces personnes racontent, ce sont les représentations médicales et sociales strictement négatives de la maladie. Le fait de décrire la maladie comme simplement une neurodégénérescence, comme une déchéance, renvoie donc à des représentations strictement négatives, angoissantes, et de fait stigmatisantes et excluantes pour les personnes malades, au point qu'elles éprouvent le besoin de cacher leur diagnostic, de cacher leur statut de porteur de cette maladie, y compris si elles n'ont pas encore de symptômes, afin de ne pas subir l'angoisse, la mise à distance, voire l'exclusion portée par les autres, par le regard social. Pour elle, il s'agit de concevoir la maladie de Huntington non pas comme une dégénérescence, mais comme une métamorphose, comme une transformation de soi qui a
bien sûr un versant négatif, un versant douloureux, un versant synonyme de limitation de capacité, d'angoisse, de décisions difficiles à prendre, par exemple quand il s'agit de réfléchir à fonder un foyer, à avoir des enfants. Aussi un versant négatif parce qu'il faut réfléchir et se projeter dans sa vieillesse et ce que va être sa propre mort. Donc certes, il s'agit d'une transformation qui est lourde d'interrogations et de souffrances et de douleurs, de négativité. Mais aussi, ce que montrent ces personnes, c'est que c'est une transformation qui a également sa richesse, qui a également une épaisseur, une profondeur qui enrichit leur existence. Précisément, toutes ces questions existentielles qu'elles se posent, toute la transformation des relations à leurs proches, à leurs amis, toute la transformation des projets professionnels ou familiaux que l'on fait, tout cela fait que l'on va approfondir une réflexion sur soi-même, sur la vie, sur le sens qu'elle a. Quasiment au tout début dans la période qui a suivi le test, j'ai assez vite réfléchi à ça. Je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs, on réfléchit un peu souvent à ça. J'ai réfléchi à ma propre mort à moi. J'ai eu un moment où j'avais peut-être envie de savoir comment ça allait se passer, etc. Ça s'est passé maintenant, je n'y pense plus comme ça. Mais j'ai surtout eu envie de me réconcilier avec ça et je suis allée carrément faire un voyage au Mexique pour assister au Jour des Morts, qui est une fête absolument magnifique où rien n'est macabre, tout est... Ou alors quand c'est macabre, c'est pour rire. Mais sinon, on fait que la fête parce qu'on fait la fête en l'honneur des morts. Et c'est une fête de tous les... Enfin, voilà, c'est la plus grande fête de l'année. Et c'est sublime parce que c'est la beauté au service de cette célébration. Et ça, je crois que ça m'a complètement réconciliée, moi, avec ma propre mort. Après, il y a la mort des êtres chers. C'est toute une histoire qui est peut-être un peu plus difficile. Mais j'ai eu pas mal, du coup, de disparus dans ma vie. Et chaque fois, je progresse, quoi. Ils m'apprennent. Moi, je suis leur apprenti. Et il se trouve que j'ai beaucoup de chance. J'ai une relation assez fastoche avec eux. J'ai appris grâce aux Mexicains. J'ai un hôtel chez moi avec leurs photos, avec des bougies, avec des fleurs. Et je m'adresse à eux un jour sur deux, quoi. En fait, je m'adresse à eux dès que j'ai quelque chose un petit peu complexe, dans le bon sens du terme, à traiter. Je m'adresse à eux, je leur demande d'être avec moi et je leur dis que je suis avec eux. C'est totalement réciproque comme truc. Et ça m'a vraiment énormément aidée. Mais après, il y a des séparations un peu brutales. Et ça peut arriver dans Huntington. Et je pense qu'on a encore des choses. Enfin, j'aimerais bien continuer à explorer tout ça. Parce que je crois que c'est vraiment important d'en parler, de voir comment les autres font. Des gens qui décident de partir aussi. Il y en a pas mal. Et ça m'intéresse de voir aussi ce qu'on pourrait faire à partir de ça. Pour qu'ils restent dans l'histoire avec nous, qui nous donnent des forces, même s'ils ont décidé de partir. Donc je pense qu'il y a plein de choses à voir encore à ce niveau-là. Parler de la maladie comme une métamorphose plutôt que comme une dégénérescence ou une déchéance ou une décrépitude, c'est comprendre qu'un enjeu du soin dans la maladie chronique, c'est de faire de cette métamorphose, de cette transformation, quelque chose de voulu, d'agi et non pas seulement de subi. Penser les patients comme des absolute beginners, comme des débutants absolus, me semble être porteur de deux messages très importants pour penser le soin. Le premier message est à l'attention des professionnels de santé et en particulier des médecins qui vont avoir à annoncer le diagnostic. Ils doivent se souvenir que, alors que eux-mêmes ils ont affaire à de nombreux patients et qu'ils ont pratiqué et pratiqueront de nombreuses annonces de diagnostic, le patient, lui, vit l'annonce du diagnostic pour la première fois. Il est un débutant absolu en matière de maladie de Huntington
et de manière générale en matière de maladies chroniques. Le deuxième message que porte la notion de absolute beginners, de débutant absolu, c'est un message qui consiste à nous rappeler que nous sommes tous des débutants devant la maladie, parce que nous devons nous souvenir que la maladie fait partie de la vie. Il est normal de tomber malade du moment que l'on est vivant, disait le philosophe et médecin Georges Canguilhem. Or, on a tendance à considérer la maladie comme un accident, comme quelque chose qui pourrait être évité, qui pourrait être contourné et qui est extérieur au fond à la vie. Surpris au fond par elle et être conscient de notre étrangeté devant la maladie et du choc qu'elle cause, de l'inédit, de la crise qu'elle cause dans nos existences, c'est améliorer, à mon avis, la manière de l'appréhender. Et c'est, encore une fois, et là je reviens à mon premier message, c'est éviter justement de banaliser les choses, d'euphémiser les choses et finalement de croire que on peut effectivement annoncer par exemple la maladie entre deux portes, de manière brève, sans prêter attention aux mots qui sont prononcés soit par les professionnels, soit par les patients. Dans un dernier moment, je voudrais souligner combien Absolute Beginners nous aide à penser ce qu'est la vie avec une maladie chronique. Le premier point, c'est le fait que la vie avec la maladie chronique est une nouvelle norme de vie. Et là, je reprends le concept de Canguilhem de norme. Ce que nous a appris Canguilhem, justement, avec cette notion de norme, de maladie chronique comme nouvelle norme de vie, c'est que la personne qui a une maladie chronique n'est pas complètement dépourvue d'inventivité, n'est pas justement complètement dépourvue de ce qu'il appelle la normativité, c'est-à-dire la capacité d'inventer de nouvelles manières d'être au monde, de nouvelles manières de se concevoir, comme je l'ai dit plus tôt, de nouvelles manières de concevoir son corps, ses relations sociales, son action dans la société, sa morale, ses valeurs, son existence. Moi, j'ai trouvé ça très subtil et vraiment très beau dans le film. Encore une fois, il n'y a pas d'idéalisation de la maladie comme une épreuve d'édification de soi ou même d'amélioration de soi ou de surpuissance et il y a vraiment. Mais par contre, ce que le film montre et chacun de vos témoignages montre, c'est qu'effectivement, il y a dans le pathologique, évidemment, vous faites référence aussi là à Canguilhem, dans le pathologique, il y a une inventivité. Donc, il ne s'agit pas d'une créativité, de la vie quotidienne la plus ordinaire jusqu'à la création artistique. Voilà. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de gommer, comme vous le disiez, il n'y a pas de sens à gommer la rupture entre le normal et le pathologique. Nous savons bien, nous autres qui soit sommes bien portants, soit sommes malades, qu'il y a des différences de nature entre la vie de quelqu'un qui est en bonne santé et la vie de quelqu'un qui est malade. Nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Mais en revanche, il y a une inventivité, et ce film en montre tout un tas d'exemples, des plus mineurs. Et c'est ça qui est très beau. Rien qu'être dans son lit avec son ordinateur, c'est une manière de travailler qui n'est pas la même que celle de quelqu'un de bien portant, et qui pourtant est en soi quelque chose de potentiellement extrêmement inventif, jusqu'à des créations qui peuvent être institutionnelles, politiques. Jusqu'à récemment, l'hôpital, pour ne pas le citer, était globalement habitué à gérer la chose de manière assez binaire. Il y avait ceux qui étaient normaux et qui globalement venaient pas à l'hôpital, et puis quand on n'était pas normal et qu'on tombait dans la pathologie, on venait à l'hôpital, et 8 jours plus tard, on ressortait et on était normal. On est de plus en plus en décalage avec la réalité de patients qui sont des patients chroniques, qui sont des patients en rémission. La rémission va être plus ou moins longue. On peut être en rémission d'une maladie et tomber malade autour d'une autre maladie. Et puis, on peut de nouveau être en rémission de la deuxième. Et la difficulté du côté des professionnels et des institutions est de s'adapter à ça, ce qui nécessite notamment une assez grande humilité.
Et quand je dis humilité, c'est à la fois l'humilité de l'institution et l'humilité des personnes et des professionnels. Il y a toujours, on en plaisante souvent dans les hôpitaux, mais quand vous allez à la cafétéria et que vous croisez un orthopédiste et juste après vous croisez un oncologue ou un neurologue, vous croisez des professionnels dont le rapport à la maladie, aux soins et aux malades est radicalement différent. L'orthopédiste, pardon encore de caricaturer le propos, mais est quand même encore assez imbibé de l'histoire qu'il y avait une personne normale, elle est tombée, elle s'est cassé un col du fémur, on va la réparer, elle est pathologique et dans 3 semaines, en fin de rééducation, elle redeviendra normale. Et le rapport à la médecine d'un certain nombre de gens à l'hôpital reste très marqué par cela. Mais ça devient un rapport minoritaire à la fois en nombre de patients pris en charge, et puis ça devient un rapport minoritaire, y compris par rapport, pour la reciter, à l'orthopédie, qui prend de plus en plus en charge des patients qui sont sur cette ligne de crête, et puis qui vont le rester après, et où tout l'enjeu, ça va être l'adaptation en termes de formation, de comportement, de propos, etc. Et je pense que là, on est encore en tout début du chemin de notre côté, de la reconnaissance du fait que l'évolution des maladies, le vieillissement de la population et le fait qu'on puisse vivre longtemps avec une maladie ou en rémission d'une maladie, ceux qui nous l'ont appris, mais je trouve qu'on en a peu gardé l'histoire, c'est effectivement la génération du sida, on est passé par une ligne, cette fois-ci un col de compréhension de tout ça, probablement autour des années 90, et malheureusement la mémoire s'est pas mal effacée, et on n'est pas resté sur ce plateau-là, et aujourd'hui il faut que de nouveaux acteurs, vous ou d'autres, mais réinculquent ça à l'ensemble du système. Le deuxième point là, que je voudrais souligner concernant la vie avec la maladie chronique, c'est que le film nous montre combien la maladie chronique entraîne une vie avec un ensemble d'activités et d'actes qui sont accomplis dans la vie personnelle et sociale de la personne malade. Par exemple, moi je sais que gérer son énergie, c'est assez important. Donc être à l'écoute de soi par rapport à sa fatigue, arriver à se reposer régulièrement, penser son temps avec du repos, des choses comme ça très simples. Il y a aussi le fait de faire une chose à la fois. C'est vrai que dès que je me mets à faire 40 000 choses, et donc arriver à décomposer chaque chose et du coup s'en tenir à faire une chose après l'autre. Et il y a aussi le fait de parler, pour moi, c'est assez important d'aller voir quelqu'un pour me maintenir en fait en mouvement par rapport à ça, parce qu'il arrive toujours des événements dans la vie et que j'ai pas envie non plus d'avoir une chose posée, une idée fixe par rapport à cette question de la métamorphose, parce que justement c'est du mouvement. Et donc moi, de rester aussi en mouvement par rapport à cette question. Il faut concevoir la vie avec la maladie chronique sur le registre de l'activité et de la pratique, et non pas sur le registre de la passivité. Ce point me paraît extrêmement important. Il a été décrit et théorisé par l'anthropologue de la santé hollandaise Anne-Marie Moll. Et elle a montré que vivre avec la maladie chronique, pour reprendre une de ses expressions, c'est déployer une kyrielle de micro-activités. C'est faire un ensemble de petits choix quotidiens et se poser un ensemble de questions, parfois infinies et parfois un peu déstabilisantes et envahissantes, que les bien portants ne se posent pas, et faire justement un ensemble de petits choix que les bien portants n'ont pas à faire. Il faut évaluer ses ressources, y compris physiques, pour passer une journée au travail, ou pour entreprendre un voyage, ou pour se lancer dans un parcours de procréation médicalement assistée. Il faut donc évaluer ses ressources et ses fragilités. Il faut s'ajuster aux aléas de la maladie, aux symptômes qui apparaissent, ou aux effets secondaires des traitements. Il faut décider si tel jour on doit prendre le médicament, ou bien au contraire reporter et reconsulter son médecin. Il faut aménager son rythme et son temps de travail et ses déplacements pour aller au travail. Il faut bien entendu aussi collaborer avec les professionnels de santé, par exemple à travers les autosoins, par exemple la prise de glycémie, l'injection d'insuline pour les diabétiques. Et donc il faut collaborer aussi à certains gestes médicaux.
quand on est en consultation ou quand on est à l'hôpital pour une investigation ou pour un suivi ou pour une consultation d'éducation thérapeutique. Il faut décider si l'on va parler ou non de sa maladie à ses collègues et ses amis. Il faut décider de cacher ou au contraire de montrer ses émotions qui sont liées à la maladie. Il faut aussi espérer et croire qu'une vie meilleure est possible. Hein. Il faut se projeter dans l'avenir, il faut rassembler ses ressources psychiques pour ne pas toujours voir la maladie justement comme un tableau noir, mais au contraire essayer d'y voir les apports, les ressorts, les enrichissements qu'elle apporte. Donc, Anne-Marie Moll résume tout cela, cette kyrielle d'activités à la fois psychiques, pratiques, quotidiennes et physiques. Elle rassemble tout cela par une expression, elle dit que pour le malade chronique, la vie est une tâche pratique. Et j'aime beaucoup cette expression de tâche pratique. C'est-à-dire que, voilà, loin de l'image du patient qui est passif et qui est soumis à des prescriptions ou qui est soumis aux contraintes de sa maladie, elle nous permet, Anne-Marie Moll, de voir combien la maladie est au contraire une démultiplication des activités et des choix et des pratiques à faire quand on a une maladie chronique. Un dernier point sur la notion d'activité de la personne malade chronique, que je reprends de nouveau à l'anthropologue de la santé Anne-Marie Moll. Anne-Marie Moll, ce que soigner veut dire, repenser le libre choix du patient, 2009. Malgré toute cette activité, en tant que patient, vous ne contrôlez pas le monde. Les glycémies, la vue, les autres gens, la nourriture, les machines et le reste, tout se comporte de façon imprévisible. Peu importe l'énergie que vous déployez à essayer de maîtriser les divers aspects de votre vie, celle-ci reste en fin de compte irréductiblement désordonnée. Les patients actifs doivent donc être capables à la fois d'agir et de laisser faire. Ils doivent prendre en main activement le processus de soins et pourtant ne pas se soucier de ce qui échappe à leur contrôle. La logique du soin nous demande d'être tenaces autant qu'adaptables. Les professionnels mettent des années à développer une attitude clinique. Ils sont entraînés à répondre activement aux souffrances de leurs patients et en même temps à accepter avec calme que leurs efforts puissent être infructueux. Les patients actifs ont une tâche nettement plus difficile. Face à leurs propres souffrances, ils doivent être énergiques autant que résignés. Cet immense effort émotionnel et pratique ne doit pas être sous-estimé. Et pourtant, il convient aux soins sûrement mieux que l'illusion de contrôler le monde. Car les rêves de contrôle ne nous rendent pas heureux, ils font de nous des névrosés. Et d'une façon ou d'une autre, ils ne peuvent se terminer que par la déception. La logique du soin nous prend sérieusement comme nous sommes, avec nos maladies et tout le reste. Elle cherche à nourrir nos corps, respecte les ensembles auxquels nous appartenons, montre de l'indulgence devant nos échecs et vise résolument l'amélioration même si les choses s'évertuent à tourner mal. Et même s'il est difficile d'appréhender sa propre souffrance de façon clinique, apprendre à combiner activité et réceptivité fait plus que renforcer notre capacité à soigner. Car la faculté de s'abandonner activement ne sert pas seulement à augmenter le seuil de tolérance, elle constitue aussi une condition préalable au plaisir. Le malade chronique doit s'abandonner activement, c'est-à-dire que la vie avec la maladie chronique impose une dialectique compliquée entre activité et passivité. C'est-à-dire que l'on doit activement s'abandonner. On doit activement s'efforcer de lâcher prise parce que l'on ne peut pas contrôler
l'évolution des symptômes, l'évolution de la maladie, le moment où il y aura une nouvelle pathologie, une comorbidité qui apparaîtra ou une invalidité. Donc on doit être actif dans l'apprentissage de l'abandon, du lâcher-prise, du faire avec et du faire confiance aux autres aussi. La difficulté de la vie avec la maladie chronique, c'est le fait de trouver un équilibre entre le fait d'être le plus autonome possible et le fait de rechercher à maîtriser le plus possible la maladie et son existence, et en même temps de savoir lâcher prise devant la contrainte que constitue la maladie et les impondérables, les imprévus, les aléas et aussi les dégradations qu'amène la maladie. Il s'agit donc de toujours trouver cet équilibre entre recherche d'autonomie et de maîtrise et lâcher prise, détachement face à ce qui est de toute façon présent et inéluctable.